Voilà, je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation. Je vais très rapidement vous faire un exposé de quelques études que nous avons faites en collaboration avec la Fondation Vinci Autoroute. Tout d'abord, pour présenter notre laboratoire et l'expertise que nous avons, nous travaillons donc principalement sur des fonctions de perception et de mémorisation avec donc une étude donc au niveau cérébral avec des enregistrements électroencéphalographiques, mais nous avons aussi des études que nous appliquons à la conduite automobile, donc pour communiquer au grand public un petit peu ces recherches et avec donc l'aide d'un simulateur de conduite que nous avons à disposition dans notre laboratoire. Alors, le premier constat qu'on a fait à travers maintenant plusieurs années d'études en simulation de conduite, c'est qu'il y a en fait une opposition entre trop de distractions au volant et on peut dire trop peu de distractions au volant. Avec trop de distractions, trop d'activité au volant qui va nous donner lieu à une distraction dont on a vu les effets sur l'inattention, etc. Et lorsqu'il y a trop peu d'activité, lorsque le conducteur fait trop peu de choses, on verra que ça a son importance, par exemple avec les systèmes d'aide à la conduite, avec le véhicule autonome dont il a beaucoup été question, eh bien, on va avoir une hypovigilance qui va s'installer plus rapidement. Et en fait, pour commencer par la distraction, quel est le problème? Le problème, c'est que la quantité d'informations que le cerveau peut traiter à un moment donné est limitée. Il faut comprendre que le cerveau fonctionne un peu comme un entonnoir. Il y a des tas d'informations qui lui arrivent à partir de ses sens, mais il ne peut en traiter de manière consciente qu'une partie limitée. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, on a des informations visuelles qui nous arrivent en conduisant, eh bien, ces informations sont traitées à l'arrière du cerveau et pour être vraiment intégrées et atteindre un niveau de conscience, elles doivent arriver vers une partie centrale du cerveau qui s'appelle donc souvent la partie donc de mémorisation qui est l'hippocampe. Et justement, ce traitement donc de prise de conscience dans le centre du cerveau se fait de manière limitée. On ne peut pas en traiter une quantité infinie et dans le temps, je dis. Et si par exemple vous avez en même temps une information auditive qui arrive, eh bien ces deux types de messages vont être obligés de se partager une quantité de ressources de traitement et donc ça va être limité. Donc si vous traitez en même temps un message auditif en téléphonant par exemple, eh bien dans ce cas-là, le système visuel, lui, ne pourra pas tout traiter. Il pourra bien recevoir les informations au niveau du cerveau, mais ne pourra pas les intégrer au niveau conscience. C'est pour ça que quand vous distribuez votre attention sur de l'auditif et du visuel, eh bien, il y a des choses que vous ne voyez pas. L'œil les reçoit, mais le cerveau ne les traite pas, et donc vous ne les voyez pas. Alors, qui dit une moins bonne perception va dire en fait une moins bonne mémorisation. C'est par la mémorisation qu'on peut le prouver. Vous avez certainement, pour ceux qui ont déjà téléphoné au volant, vous êtes rendu compte que si vous essayez de vous rappeler la portion de route que vous venez de parcourir, eh bien vous n'avez pas un grand souvenir. Et ça, on l'a objectivé avec une étude sur le terrain, là pas sur le simulateur de conduite, mais avec une étude sur le terrain, où on a, sur une portion d'autoroute, pris des photos de différents événements, comme une voiture, un panneau, etc. Et à une aire de stationnement, on a demandé à plusieurs centaines de conducteurs de nous dire s'ils avaient vu, donc on leur a montré des images, ces photos, on leur a demandé de nous dire s'ils avaient, d'abord on leur a demandé s'ils avaient téléphoné ou pas, donc on a pu avoir ces deux catégories de personnes puisque les conducteurs nous répondaient de manière très sincère, et on leur demandait s'ils avaient vu ces photos, justement, s'ils avaient vu ces événements qu'on a pris en photo. Et ce qu'on voit, c'est que ceux qui ont téléphoné se rappellent beaucoup moins de ces événements-là, ce qui montre bien qu'ils ne les ont pas perçus. S'ils ne s'en rappellent pas, c'est qu'ils ne les ont pas vus. Donc ça, c'est une méthode de démontrer ça et surtout de le communiquer après à la population en leur disant, vous voyez, ça a un impact. C'est pas que seulement sur le moment vous avez en inattention, c'est que vous ne percevez pas les choses. C'est une manière de les convaincre. Est-ce que toutes les distractions sont identiques? Là, un autre exemple d'étude consistait à répondre à cette croyance qui était est-ce que le fait de téléphoner n'est pas plus dangereux ou moins dangereux que de discuter avec un passager? Donc c'est des choses qui n'avaient pas encore été faites et donc on l'a expérimenté cette fois-ci sur simulateur de conduite et les conducteurs
devait discuter soit par téléphone, soit avec un expérimentateur dans le véhicule. Et ce qu'on remarque, c'est une chose très intéressante. Sur le graphique du haut, vous voyez que le temps de latence de réponse à l'expérimentateur est beaucoup plus court lorsqu'on téléphone que lorsqu'on discute avec le passager au volant, quand on est dans la voiture, pardon. Et qu'est-ce que ça veut dire que ce temps de latence est plus court? C'est que, en fait, quand vous téléphonez au volant, vous faites beaucoup plus attention à ce qui se passe avec votre interlocuteur, vous donnez une priorité à votre interlocuteur et vous lui répondez très rapidement. Parce que si vous attendez 2-3 secondes avant de lui répondre, il va vous demander si vous êtes toujours au téléphone. Alors que le passager qui est avec vous voit ce qui se passe sur la route et va lui aussi interrompre sa discussion avec vous s'il voit qu'il y a des événements dangereux. D'accord? Chose que on fait beaucoup moins lorsqu'on téléphone. On va donner priorité au message auditif parce qu'on sait que la personne au téléphone ne voit pas ce que vous faites, ne voit pas ce qui se passe, et donc on va être beaucoup plus absorbé par la discussion au téléphone. On a pris d'autres indicateurs pour montrer qu'il se passait des choses différentes en téléphonant qu'en discutant avec un passager, comme par exemple les mouvements oculaires. Lorsque les mouvements oculaires se réduisent, lorsqu'on en a moins, ça veut dire qu'on est plus focalisé sur autre chose. On est en pleine distraction, on n'explore plus la scène visuelle. Autre indicateur qui, lui, est cette fois-ci vraiment un comportement de conduite, où on voit que lorsqu'on place des situations un petit peu dangereuses sur l'autoroute, sur la route, eh bien, les conducteurs réagissent beaucoup moins rapidement lorsqu'ils sont avec le téléphone que lorsqu'ils sont avec des passagers, et encore moins rapidement que lorsqu'ils ne discutent pas. Donc là, vous avez la distance de réaction par rapport à un obstacle. Alors, deuxième point que j'avais dit, c'est que lorsque on est moins actif au volant, lorsqu'on perd de l'activité au volant, eh bien, au contraire, on va avoir tendance à s'endormir plus facilement. Et donc, ça prend sens avec justement les discussions qu'il y a eu plus tôt sur l'introduction des aides à la conduite jusqu'à aller au véhicule autonome, en se disant, voilà, est-ce que quelqu'un qui ne fait absolument plus rien, qui laisse le véhicule faire des choses à sa place, eh bien, est-ce que ça ne va pas le mettre dans un état d'hypovigilance ou de somnolence plus rapidement? Et donc, on a pris le simple exemple du régulateur de vitesse que tout le monde a, en fait, et qui régule donc la vitesse, donc la vitesse et parfois même avec certains systèmes la distance intervéhicule. Et ce qu'on observe, c'est que avec différents indicateurs, comme ici une échelle de somnolence, où on a interrogé les personnes à plusieurs reprises pendant leur parcours, s'ils se sentaient très bien éveillés, donc c'est une échelle standardisée qui fonctionne très bien. Et ce qu'on voit, c'est que ici, en rouge, ceux qui utilisaient le régulateur, donc sur la ligne rouge, qui utilisent le régulateur, eh bien, vont voir leur fatigue s'installer beaucoup plus rapidement que ceux qui ne l'utilisent pas, donc pour la ligne bleue. Et chose importante aussi, c'est qu'on voit que cet effet est beaucoup plus important chez les jeunes. Il faut savoir que, contrairement à ce qu'on pense, les jeunes sont beaucoup plus sensibles à la fatigue, à la dette de sommeil, au manque de sommeil que les personnes âgées. Les personnes âgées résistent beaucoup plus à la fatigue que les jeunes. Mais on voit que même chez les personnes âgées, eh bien, cette hypovigilance s'installe beaucoup plus rapidement avec un simple système comme le régulateur, tout simplement parce qu'on fait moins de choses, on est beaucoup plus facile, beaucoup mieux installé, beaucoup plus confortablement, et donc on se fatigue et on s'endort beaucoup plus rapidement. Un autre indicateur qui est là, un indicateur objectif, on a enregistré les ondes cérébrales par électroencéphalographie, et on voit là aussi qu'un certain type d'ondes, ce qu'on appelle les ondes alpha, qui sont des ondes qui témoignent d'une fatigue, d'un sommeil qui est en train de se mettre en place. Dès que vous fermez les yeux et que vous vous relaxez, le cerveau va produire des ondes alpha. Et là, on voit que de manière très significative, la ligne rouge, ici, représente ceux qui ont conduit avec le régulateur de vitesse, eh bien, génèrent beaucoup plus d'ondes alpha que ceux qui n'ont pas conduit avec le régulateur de vitesse. Alors, là aussi, on voit que bien sûr, en termes de réaction, on a une grande différence entre ceux qui étaient en régulateur de vitesse, avec donc des distances de réaction beaucoup plus courtes par rapport à un obstacle, que ceux qui n'en avaient pas.
Et donc, pour terminer, je vais juste ici rappeler pour ceux qui ne connaissent pas cette application, aussi des travaux que nous avons faits au laboratoire, où nous avons créé une application pour smartphone qui permet de tester son état de fatigue avant de prendre la conduite. C'est quelque chose qui est relativement fiable, ce qui est même très fiable. On l'a testé sur beaucoup de personnes et on a aussi des retours positifs pour ceux qui utilisent l'application, mais le système de mesure a été validé dans notre laboratoire. Et c'est aussi un autre type de travaux que nous faisons ici en collaboration avec la Fondation Vinci Autoroute. Je vous remercie pour votre attention.